L'e-sport en France, c'est des événements comme les Worlds de League of Legends à Paris en 2017 et 2019 ou encore Lyon eSport depuis plusieurs années. La Trackmania Cup qui remplit des stades entiers, des équipes à renommée internationale, Team Vitality, Team Go, Solari, Mandatory, Carmine Corp et tant d'autres. Jamais il n'a été aussi populaire. Des centaines de pros, des centaines de milliers de spectateurs, des millions de dollars de cash prize, des dizaines de millions de spectateurs dans le monde, plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Des chiffres démesurés et en pleine croissance. Une inspiration pour des millions de joueurs, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Au début, il n'y avait pratiquement rien. Quelques passionnés et acharnés, le jeu vidéo restait une passion dont on ne pouvait pas vivre. Quelques personnes ont permis à l'e-sport de naître. Et aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui a changé l'histoire. Un nom qui allait devenir synonyme d'excellence, d'innovation et de pure maîtrise du jeu. Mais surtout, l'un des premiers joueurs pro. Voici l'histoire de Slayers Boxer. Retour aux années 2000. Quelques compétitions existent, souvent locales, rarement internationales. Quake, Counter-Strike, StarCraft commencent à émerger. Souvent en LAN, en réseau local regroupé dans de petites salles sur un week-end. Une des premières compétitions e-sport, The Red Annihilation 1997, voit son vainqueur partir en Ferrari 328 GTS. C'est le premier cash prize d'un événement e-sport. Puis en 1998, Blizzard développe StarCraft et dans la foulée, son extension, Broad War. C'est l'étincelle qu'il manquait pour enflammer la scène e-sport. Mais ce n'est pas en France que ça va se passer. 결승전 이후에 참 오랜만에 이 두 선수의 모습을 봅니다. 두 선수의 대결 사이언 보텍스와 함께 가보겠습니다. Avant d'aller plus loin, parlons de StarCraft. C'est un jeu de stratégie temps réel, STR, ou RTS en anglais. Le principe se résume à récolter, construire et détruire. Gestion et production de base. Récolter des ressources, construire une armée et détruire son adversaire. Le tout en temps réel. Pas de pause, que de l'action. Le premier du genre est Dune 2, développé par Westwood en 1992 et qui développera plus tard Command & Conquer et Alerte Rouge. Il y a aussi Total Annihilation par Cavedog Entertainment et Age of Empires par Ensemble Studio. De son côté, Blizzard développe Warcraft 1 et 2 où orques et humains s'affrontent. Les années 90, c'est un peu l'âge d'or des RTS. Mais c'est StarCraft qui fera exploser le genre et le rendra populaire. 3 races s'affrontent. Les Zergs, un essaim, des aliens mutants, fragiles mais nombreux, reproduction rapide. L'objectif, la domination par le nombre. Les Protoss, race avancée, adeptes de la robotique, technologiquement supérieure, la qualité avant la quantité. Les Terrans, humains de l'univers StarCraft, aussi enragés et ravagés que l'espèce humaine, destructeurs, envahisseurs, vous voyez le tableau. Niveau gameplay, on commence avec un bâtiment principal et quelques récolteurs. Objectif, développer son économie. C'est le macro-management. Récolter plus et plus vite. Construire sa base, des bâtiments de niveau supérieur pour pouvoir construire des unités de plus en plus puissantes. Trouver le juste milieu entre défendre et attaquer. Créer des récolteurs ou une armée et aussi gérer ses unités lors d'une attaque. Ça, c'est le micro-management. L'issue des combats en dépend. Gérer la macro et la micro en même temps, c'est là tout le défi du jeu. Dans un premier temps, il est assez facile de battre l'IA, assez médiocre pour l'époque. Mais les premières parties en ligne révèlent toute la complexité du jeu. Il faut anticiper les stratégies de l'adversaire pour les contrer. Scouter, c'est-à-dire envoyer une unité pour voir la base de l'ennemi, pour découvrir les stratégies en amont. Éviter de se faire attaquer par un Zergling Rush, qui est une attaque de Zergling en tout début de partie. Contrer des unités volantes avant qu'elles détruisent votre base. Bref, détruire ou se faire anéantir. Puis les choses se compliquent. Maîtriser les maps, leurs stratégies associées, la faiblesse ou la force de certaines unités. Anticiper un drop qui est un dépôt d'unités par transport volant dans sa base. Gérer plusieurs bases, la principale et ses expand en même temps. 2, 3 et plus encore. Des armées de plus en plus grandes, 50, 100, 150 unités en même temps. Alors qu'à StarCraft, on ne peut sélectionner qu'un seul bâtiment à la fois et uniquement un groupe de 12 unités. Il y a plus d'actions à faire que la vitesse des doigts sur le clavier et la souris. Les actions par minute s'envolent. Et alors qu'un joueur occasionnel est à 50 actions par minute, les meilleurs joueurs commencent à accélérer. 150, 200 et encore plus. Mais ce n'est jamais assez. Et là est toute la complexité du jeu. Il faut choisir les actions les plus importantes car le jeu parfait est impossible. Grâce à Battle.net, les parties multijoueurs sont facilitées.
connexion facile, canaux de discussion, liste de parties à rejoindre. Mais Internet n'en est qu'à ses débuts, et pour la plupart des joueurs, la connexion est lente. Et surtout limité, 30 heures ou 50 heures par mois pour certains abonnements. Du coup, les gros regroupements se font en LAN, localement, par pays ou continent, mais rarement plus. Quelques forums et sites existent pour échanger stratégies, replays et créer des équipes. Il n'y a pas de scène e-sport, pas de compétition, pas de cash prize, pas de pro. Mais il y a un pays où l'histoire de l'e-sport est en train de s'écrire. Personne ne pouvait s'attendre à l'impact du jeu là-bas, ni la tournure que les événements allaient y prendre. 시즈모드! 네, 전태양 선수 이거 경기에 이렇게 손 놓을 거 아니거든요 아직. 7시 쪽에다가 그러니까 자신이 골리앗이 하나씩 둘씩 떨어지고 있습니다. L'engouement est instantané, explosif. Rapidement, StarCraft devient un sport national. Alors qu'en France, on ne connaît même pas le mot e-sport, que les jeux sont vus comme une nuisance, en Corée du Sud, StarCraft est en pleine expansion. LAN, événements nationaux majeurs, rediffusion à la télé, stream, VOD, des chaînes de télé sont créées uniquement pour retransmettre les matchs des pros. Les joueurs deviennent des stars nationales, Boxer, Nada, I Love OOV, Flash et d'autres. Rapidement, la scène prend de l'ampleur et le premier événement déclencheur en Corée a lieu, le TPKO, Toon Universe Pro Gamer Korea Open, qui donnera naissance à la OnGameNet Star League, l'OSL, la plus importante ligue d'e-sport au monde à l'époque. Des joueurs professionnels payés pour jouer et le tout retransmis à la télévision. La finale de 2001 entre Boxer et Yellow est retransmise par 3 chaînes nationales coréennes et diffusée à travers le monde en stream et VOD. Les World Cyber Games, WCG, qui veulent être les Jeux Olympiques de l'e-sport, sont aussi un événement majeur. Et Boxer dans tout ça. Il joue Terran, la race la moins jouée à l'époque et considérée comme la moins forte. Mais Boxer est talentueux, très talentueux. Il gagne la plupart des premières compétitions et se fait rapidement un nom sur la scène StarCraft. Boxer a un style de jeu extrêmement créatif. Dès son entrée en Star League, il bat en finale Jinnam, un top joueur Zerg, 3 victoires à 0, pour un total de 11 victoires et une seule défaite dans le tournoi. Cette performance lui donnera son premier surnom, l'espoir des Terran. Il remporte ensuite les WCG à 2 reprises, ainsi que l'OSL 2 fois également. C'est le premier joueur à obtenir 100 victoires à la Star League, le premier vainqueur du KPGA Tour qui deviendra la MSL plus tard, une compétition majeure. Il détient un record en étant resté numéro 1 dans le classement KESPA, qui liste les meilleurs joueurs du monde pendant 17 mois consécutifs, de novembre 2001 à mars 2003. Ce fut le premier joueur professionnel à gagner un salaire à 6 chiffres, sans compter les cash prizes, démontrant au monde entier que gagner sa vie en jouant aux jeux vidéo à haut niveau est possible. Une fanbase qui l'idolâtre, un fan club de 600 000 membres, une autobiographie en 2003. Et oui, on parle bien d'un joueur de StarCraft, et ce, en 2003, quand en France le mot e-sport faisait à peine ses débuts sur la scène. Le secret de la réussite de Boxer, ce n'est pas simplement qu'il est un excellent joueur, même si c'est effectivement le cas, mais plus important encore, c'est un joueur différent. Et c'est principalement sa maîtrise de la race Terran qui l'a rendu célèbre, mais aussi ses stratégies innovantes et risquées et leur mise en place efficace qu'il a soit créée, soit perfectionnée. Des stratégies comme le tank drop, utiliser un transport aérien pour déposer des unités militaires dans la base de l'ennemi, souvent la base principale et idéalement vers les récolteurs dans le but d'en tuer le plus possible. Le double barrack cheese, construire 2 baraques proches de la base adverse pour pouvoir l'attaquer rapidement et le surprendre avant qu'il puisse préparer sa défense. Le SCV Rush, faire quelques marines et attaquer la base adverse avec la plupart de ses récolteurs. Avec 60 points de vie contre 40 pour les autres, les VCS sont plus résistants et avec une bonne micro, cette attaque peut être dévastatrice. Le Bunker Rush, surtout utilisé contre les Zerg, c'est un rush de marine avec un VCS qui va construire un bunker au sein de la base adverse en début de partie. Après des centaines de matchs d'entraînement pour parfaire la technique sur toutes les maps, optimiser le placement des bunkers, Boxer va utiliser cette technique 3 fois d'affilée en demi-finale de la Star League contre Yellow en 2004 afin de s'assurer la victoire.
Grâce à ses tactiques, il prend par surprise ses adversaires qui sont obligés de s'adapter ou subir une défaite humiliante. Ces matchs font le bonheur des spectateurs et sont fascinants. Son objectif n'était pas seulement de gagner, mais de gagner avec brio, ou alors de ne pas gagner du tout. Il se crée rapidement une fanbase solide. Sa micromanagement est godlike, d'une qualité peu égalée. Vous vous souvenez, quand on parlait des joueurs à 150, 200 APM, Boxer atteint les 300 actions par minute et peut monter jusqu'à 400. Il existe des dizaines d'exemples de situations qui semblaient perdues et dont il a réussi à tirer une victoire grâce à la gestion précise et efficace de ses unités. Des vidéos encore visibles sur YouTube aujourd'hui montrent quelques-unes de ses meilleures actions sur la scène pro. Vidéos comme Boxer's Immortal Marines, 럭커 잡아주면 다른 병력이 없는데 뒤로 다 잡죠. 이면 선수. 자, 럭커가 더 있습니다만 우물쭈물 하는 사이에 피해는 누적됩니다. 홍진호의 1경기. Boxer's 2 Marines, 아, 이거 해찬이 깨나가는 거예요. 해찬이 깨나가는 거예요. 해찬이 Boxer's Paratrooper Rush, on the edge of his base, on the cliff. And we'll see what Boxer racks float here. And Boxer is going to go for it, though. Base. And Boxer would have been able to do nothing to deal with it. Now Boxer going in for the all-in attack here. He's got his firebacks in a great position. He's got a good corral here. And now he's going to be attacking the second Sunken Colony. Boxer with three firebats, 4 Marines, and 2 medics still alive. Takes down the second Sunken Colony. Looks like he's going to take down this Sunken Colony before it even fully morphs. Boxer Funny Micro, Slayer's Boxer Highlight God is in the TV, ou encore Boxer Perfect SCV Rush. 치즈러시죠. 이거 실패하면 승리 내주는 거거든요, 그냥. SCV가 뒤쪽에서. 성큰 완성되면은 안 돼요. 성큰 콜로니. 깨지고요. 두 번째 성큰 콜로니. 두 번째. 진영이 너무 좋아요. SCV와. 73% de victoires en 2001, 57% en 2002 et 53% par la suite. Beaucoup de ces matchs sont mémorables et il gagne rapidement une forte réputation. Après sa victoire spectaculaire 3-2 lors de la Coca-Cola Star League en 2001 face à Yellow, son plus grand rival de l'époque, Boxer acquiert un niveau statut auprès de ses fans, l'empereur des Terrans. Ce statut est immortalisé quand la vidéo Slayer's Boxers The Emperor est mise en ligne. Boxer est au sommet de sa gloire. Chacun de ses matchs le rend plus populaire et fait parler de lui, que ce soit dans ses victoires ou même dans ses défaites. En 2002, il décroche un des plus gros contrats e-sport de l'époque, avec un salaire à 100 millions de won, soit environ 82 000 $, et ce, à une époque où la plupart des joueurs pros ne vivent que de cash prize, montrant au monde entier que c'était possible. Et en 2003, SK Telecom le contacte afin de créer une nouvelle équipe, appelée T1. C'est Boxer qu'ils veulent comme capitaine d'équipe. Et ils lui offrent pour cela un salaire à 200 millions, soit plus de 160 000 $, le plus gros salaire parmi tous les pro-gamers de l'époque. Boxer se rend compte de son impact international. Les joueurs se battent pour ne serait-ce qu'une seule partie contre lui et lui demandent ensuite des autographes. Il passe alors du statut d'idole des joueurs coréens à celui de légende pour les joueurs du monde entier. Malheureusement, la Corée du Sud est un pays militarisé et en tension permanente avec la Corée du Nord. Et après l'effervescence du début des années 2000, Boxer doit faire son service militaire obligatoire en Corée en octobre 2006. 27 mois, plus de 2 ans. Une fin abrupte à sa domination et à sa place dans le top des joueurs de StarCraft.
Il doit tout abandonner pour partir servir son pays, comme d'autres pro-gamers l'ont fait avant lui et le feront après. Mais on n'arrête pas aussi facilement une telle machine. Après 6 semaines d'entraînement à l'armée, Boxer passe première classe et rentre à l'armée de l'air coréenne. Le 1er avril 2007, l'armée annonce la création de sa propre équipe e-sport. Oui, l'armée, et avec en son sein Boxer et d'autres joueurs professionnels. Dans les prochains mois, il va alors allier sa vie de pro-gamer et sa vie militaire, lui permettant de garder un pied dans le milieu dans lequel il est si populaire. Malgré des résultats décevants sur cette période dû à l'investissement intense que l'armée demande, c'est plus la symbolique d'avoir une équipe militaire e-sport qui compte. Il donne l'espoir à toute une génération de pro-gamers coréens de pouvoir peut-être revenir sur la scène compétitive, et ce, même après leur service militaire. Sa popularité grandit encore. À la fin de son service militaire, en décembre 2008, Boxer est de retour. Ses objectifs sont clairs. Il souhaite reprendre sa place dans la scène e-sport. Mais à 28 ans, le challenge est de taille. Il va se donner les moyens d'y arriver et après quelques mois d'entraînement, il est de nouveau compétitif. Mais ce sont des joueurs extrêmement talentueux qui sont désormais ses rivaux et ses résultats sont plutôt décevants. Ce sera tout de même le premier joueur pro de plus de 30 ans à être passé entre les mains de l'armée de l'air à gagner un match de Pro League. On n'arrête pas une légende. En octobre 2010, Boxer annonce son départ de StarCraft. Pour StarCraft 2. Lors de l'événement phare de StarCraft 2, le Global StarCraft 2 League, Boxer atteint les quarts de finale. Face à lui, un adversaire redoutable, considéré par certains comme le meilleur joueur de tous les temps, Nada. Boxer ne l'a jamais battu sur un match officiel depuis des années. Des millions de Coréens regardent l'événement, jusqu'à faire crash Internet à cause du nombre élevé de spectateurs. Boxer doit prouver au monde que c'est encore un joueur compétitif. There he goes, stemming in. Boxer realizes he's in trouble. The SCVs come out, but will it be enough? These Marines have 6 DPS. There go the Marauders, killing the siege tank, and down goes Boxer's economy. And Nada's got this now. This is over. And as Boxer loses, we're gonna see a GG. Wow. This is not looking good, though. I think Boxer's gonna be able to hold this off pretty easily. He has a lot of siege tanks. Here we go. He does take out one Thor. He's gonna take out that other Thor. And at the same time, Tasteless, that Banshee has 21 kills. Nada doing nothing. Nada at this point. Not AG. GG. Boxer goes up 2-1. Making it look easy against Nada. Who does that? Nada just got by. Sa victoire contre Nada à ce moment-là lui permet de réaffirmer sa présence en compétition, même s'il finit par perdre en demi-finale. Malheureusement, en 2012, sa situation se complique. Et à cause de problèmes de santé, notamment à l'épaule, il peut difficilement jouer plus de 5 parties par jour. Assez rapidement, il doit se retirer de la scène e-sport, et ensuite en tant que joueur professionnel. De 2012 à 2013, il se concentre sur du coaching au sein de SK Telecom T1 et devient même entraîneur principal de l'équipe. Mais en septembre 2013, ses problèmes de santé le rattrapent et il doit se retirer de la scène e-sport entièrement. Au final, Boxer a enregistré un total de 603 victoires et 430 défaites, avec un taux de victoire de 58,4% en 1033 matchs. Une carrière impressionnante. En 2015 et par la suite, Boxer se contente de matchs d'exhibition sur StarCraft, StarCraft Remaster et StarCraft 2. Il participe à des événements autour de StarCraft comme la BlizzCon de 2015 ou encore le KT Giga Legends match en 2016, aux côtés de Nada et Yellow, montrant qu'il est encore présent malgré sa retraite forcée. Boxer est aujourd'hui considéré comme une icône de la pop culture. Seiji écrit sur pgr21.com « Dans la NBA, Michael Jordan n'était qu'un athlète parmi d'autres, mais son pouvoir d'influence dépassait celui d'un simple joueur de basketball. On peut dire que grâce à sa présence, la NBA s'est développée rapidement et que le basketball n'était plus un jeu américain, mais un sport international. Serait-il exagéré de dire que Boxer a une valeur comparable à celle de Michael Jordan ? La plus grande importance de Boxer pour l'e-sport est qu'il l'a transformé d'un festival de simples maniaques
en une culture grand public qui est maintenant diffusée par les médias. Sa valeur réside dans le fait qu'il a permis à ce qui était autrefois considéré comme un simple jeu enfantin d'être dignement accepté par tous comme faisant partie de la culture dominante. Des livres, des films, des documentaires, des événements. Boxer a une renommée internationale. Nommé meilleur joueur de l'histoire par ES Reality et le top 10 des joueurs influenceurs de tous les temps par MTV. En Corée et dans le monde entier, c'est tout simplement devenu une légende. Le pro gaming existait avant le premier contact de Boxer avec StarCraft, mais sous une forme totalement différente de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Avant Boxer, les joueurs professionnels ne gagnaient de l'argent que grâce aux sponsors et aux tournois. Boxer a été l'un des premiers pro-gamers à attirer suffisamment l'attention du grand public pour justifier un contrat salarié et tous les avantages qui en découlent. Il considérait sa carrière comme une série d'objectifs, l'un d'entre eux étant d'ouvrir la voie aux futurs joueurs. Il s'agissait notamment de justifier la vocation de pro-gaming en tant que choix de carrière viable et non plus d'une simple passion. Il ne s'agit pas seulement d'un joueur talentueux qui a percé dans le milieu e-sport, mais d'un athlète qui s'est battu pour que son statut soit reconnu. C'est Boxer qui a fait le plus pour tous les athlètes e-sport et l'avenir de l'e-sport en préparant le terrain des futurs joueurs. Il fallait que quelqu'un soit le premier. Ce fut lui, un espoir, une idole, une icône, une légende, un pro avant les pros, un pro avant même qu'on sache que l'e-sport pouvait exister en France. Un pilier de ce qu'est aujourd'hui l'aventure e-sport, l'empereur de l'e-sport. C'est la deuxième vidéo sur la chaîne et j'ai besoin de vous. Alors si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus, likez, partagez, abonnez-vous et surtout, pensez à donner votre avis dans les commentaires.